dernier ouvrage intitulé Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale, le chercheur, politologue et journaliste camerounais Charles Onana a fait de graves révélations sur les origines et même le visé de la guerre que le Rwanda livre à la République démocratique du Congo depuis près de 30 ans. Un travail ou encore un ouvrage truffé de contre-vérités. On en parle dans ce nouveau numéro des Top 15 qui reçoit pour vous Maître Percy Tamboué, activiste de droits de l'homme et coordonnateur de Justice for Human, ouais. Voulais-je dire. Merci d'être venu. Merci Monsieur Gédéon Atibou pour cet honneur que vous avez porté à notre modeste personne. Merci pour cette invitation. Nous pensons que vous avez lu de fond en comble l'ouvrage ou le nouvel ouvrage de Charles Onana. D'entrée des jeux, quelle lecture faites-vous de ce nouvel ouvrage Holocauste au Congo, au mérite de la communauté internationale? Merci. Monsieur Gédéon Atibou, nous avons eu le temps de suivre et de lire Monsieur Charles Onana, que j'admire personnellement comme scientifique. Malheureusement, quand nous avons eu en tout cas à parcourir son ouvrage, nous avons compris qu'il y a des affirmations qui ne coïncident pas avec la réalité qui est sur terrain ici au Congo et à l'est de la RDC en particulier, et ça fait qu'il y a beaucoup d'affirmations qu'il a eu à faire et qui sont à remettre en cause, et que nous personnellement aussi comme scientifiques mais aussi comme activistes, et parce que nous sommes avec la population tous les jours, nous sommes sur terrain et nous avons la maîtrise de l'histoire politique et sociologique de notre pays, que nous pouvons estimer qu'il y a des choses qui ne sont pas en tout cas à prendre en considération, qui ont été affirmées par M. Charles Onana. On peut poser les bases dans le cadre de cette émission pour essayer d'orienter tant soit peu l'opinion, afin que l'opinion comprenne le travail que nous sommes en train de faire. Premièrement, c'était quoi la motivation de Charles Onana quand il essaie de parler des crimes ou du génocide et même de tout le contour qu'il y a autour de cette guerre dans la partie Est qui date de près de 30 ans? D'abord, comme tout humain ou tout panafricain, M. Charles Onana et tout chercheur devait entreprendre, n'est-ce pas, ses investigations pour savoir plus sur ce qui se passe à l'est de la RDC. C'est vrai qu'il y a de crimes que nous dénonçons, mais qui ont été, n'est-ce pas, perpétrés par des conflits armés et politiques. Mais ce que nous condamnons, c'est s'attaquer à une communauté, ou à une tribu, ou à une ethnie, ou à une race. C'est ça qui ne coïncide pas avec les valeurs démocratiques, scientifiques et surtout humanitaires. Qu'est-ce que vous redoutez en tant qu'activiste? Charles Onana, dans son ouvrage, a essayé de mettre à dure épreuve la cohésion entre les tribus et les communautés qui existent au Congo. Justement, cet ouvrage favorise la haine, favorise la division. Et c'est un ouvrage à tendance à monter une population contre une autre. Quand vous faites des allégations, des affirmations sur de personnalités politiques, par exemple, vous montez sur le parcours, la naissance de M. Azarias Roberwa, qui a été ministre dans ces pays plusieurs fois et qui a été vice-président de la République, et qui vous affirmait par exemple que il y a des communautés qui sont complices avec les groupes armés, entre guillemets, qui seraient manipulés et influencés par le Rwanda. Moi, je crois que la réaction de l'autre communauté, la réaction de l'autre ethnie, de l'autre race vis-à-vis de celle qui est accusée d'être complice avec les groupes armés qui seraient appuyés et financés par le Rwanda, je crois que c'est les sentiments de haine, de division, et surtout qui créent, n'est-ce pas, l'absence de cette unité et de cette fraternité pour laquelle nous luttons. C'est pourquoi, en tant qu'activistes, nous avons estimé essentiel de présenter certaines vérités qui ont été, n'est-ce pas, cachées et auxquelles M. Onana n'a pas eu à accéder. Et pourquoi c'est Charles Onana qui parle du Congo? Et pourquoi pas que ce soit une initiative de Congolais qui parle de leur propre pays, le connaissant mieux et ayant déjà peut-être vécu toutes ces atrocités, ces crimes? Pourquoi c'est lui? Est-ce qu'il y aurait un enjeu là ou encore des enjeux beaucoup plus certains? Monsieur Gédéon Atibou, le plus grand combat face auquel nous nous retrouvons tous les jours comme activistes, c'est contre des extrémistes.
et des extrémistes disposent des armes scientifiques, politiques, vous pensez que lui, il en est un? Laissez-moi finir, M. Gédon. Ils disposent des armes scientifiques, économiques, politiques, et ils sont capables de monter de toutes pièces, n'est-ce pas, des choses qui peuvent être négatives à la population. Il y a des gens qui bénéficient de la haine, de la division et surtout de conflits des populations pour s'asseoir, pour s'attirer une santé politique ou une popularité quelconque. Je ne suis pas contre le fait que M. Charles ait entrepris des recherches sur le Congo parce que c'est un panafricain, j'en suis aussi, je le concède, mais seulement ces recherches ont-elles été sincères, ces affirmations, ces allégations ont-elles été véridiques, parce qu'il est des principes scientifiques que lorsque vous rédigez un ouvrage, vous disposez des éléments des vrais, des faits qui sont réels et avec de preuves, mais pas être dans les spéculations par exemple ou dans les informations prises par, n'est-ce pas, par des gens qui sont hostiles. Mais semble-t-il que son ouvrage fait l'unanimité au niveau de toute l'Afrique, quand même de l'Afrique centrale. Moi, je ne crois pas. Pourquoi seulement ça vous gêne, vous? Et je vous ne crois pensez pas. détenir la vérité? Quelle est la vérité? Je ne crois pas. Il y a plusieurs choses qui ont été affirmées par M. Onana qui ne sont pas vraies. M. Gédéon Tibou, quand affirmez... il parle de communauté, il parle des communautés, il parle de Banyamulenge qui ont été plantés au Congo lors de justement de la rébellion du RCD. Cela n'est-il pas vrai ou il essaie de passer à côté de la plaque? Ce n'est pas vrai. Les Banyamulenge existent au Congo depuis 1746 à la période du roi Gaindiro. Depuis 1746, et il y a des auteurs non congolais mais qui ont rédigé sur l'histoire des Banyamulenge en RDC. Et il y a par exemple Jacques Despelchin, il confirme qu'il serait venu en 3 vagues. À la période, la première vague est arrivée à la période du roi Gaindiro, c'était en 1746. Il y a la deuxième vague qui est arrivée, je crois, à la période du roi Bugiri. Ce sont des populations qui parlent Kinyarwanda. On les appelle the Rwanda spoken, en fait, les populations rwandophones. Mais ce sont des Congolais qui ne sont pas à confondre avec des Nilotiques qui sont au Rwanda. Et puis, ce que nous déplorons et nous condamnons, ce n'est pas parce que la RDC est attaquée, ou entre guillemets, le gouvernement affirme qu'il serait attaqué par le Rwanda, n'est-ce pas confirmé par le rapport de l'ONU, que les populations rwandophones vivant au Congo seraient victimes de haine, de stigmatisation et surtout d'imputation. Ceci ne favorise pas la paix. Vous savez, dans chaque communauté, dans chaque tribu, dans chaque peuple, il y a toujours de bons enfants et de mauvais enfants. Mais ceci ne peut pas faire que, par exemple, si l'un des enfants cause du tort et que c'est tous les autres enfants qui seraient victimes, n'est-ce pas, d'imputation et de haine. Ça, je l'ai dit en tout scientifique. Et surtout que je connais quand même la partie de la RDC parce que j'y ai passé 22 ans. Je connais l'histoire des populations, des tribus et des ethnies qui vivent à l'est de la RDC. Monsieur Onana affirme que le président, en fait, que le Rwanda profite, n'est-ce pas, des rébellions pour monter contre la RDC et par lesquelles on profite de l'occasion d'infiltrer les institutions en assimilant des Nilotiques qui se seraient confondus au Banyamulenge. Ça, c'est un problème. C'est un problème. Mais vous affirmez par exemple que des généraux qui sont dans l'armée et qui auraient profité du mixage de brassage pour devenir des généraux alors qu'ils étaient des sergents ou je ne sais pas des caporaux dans l'armée rwandaise. Mais est-ce que vous avez des preuves? Vous avez des preuves? Ça vous portez atteinte vous portez atteinte, n'est-ce pas, à l'honneur de l'armée congolaise. La RDC a connu plusieurs périodes troublées, des conflits, et que ceci a été enterré par l'accord des Sun City, où il a été décidé que toutes les forces, tout le mouvement politico-militaire migre seulement en parti politique. Et ça fait que tout le mouvement qui disposait des armées, par exemple, des armées, par exemple le RCD en avait 40 000 hommes. Il y a le MLC aussi qui avait beaucoup d'hommes qui occupaient presque tout le nord de la RDC. Ça fait que, y compris l'armée nationale, ont fusionné les forces armées et les armées pour mettre en place ce qu'on appelle les forces armées de RDC aujourd'hui, FARDC aujourd'hui. Et il y a des mesures qui ont accompagné cela. Mais quand vous affirmez que il y a des gens qui sont montés par le Rwanda pour infiltrer la RDC, ils profitent par voie des brassages et qui seraient venus de Burundi et qui seraient venus du Rwanda et puis arriver au Congo, lorsqu'ils vont intégrer l'armée, ils vont se fusionner et se confondre au Banyamulenge et à leur silence. Mais est-ce qu'il y a des preuves? Et il a affirmé
qu'il y a le Banyamulenge et les circonstances. Mais ce que dit Richard Lonana dans cet ouvrage, c'est ce que répètent tous les jours les officiels congolais. Mais c'est ce qui n'est pas le cas. Le brassage et le mixage au sein de l'armée, au sein des FARDC. Et bien quand Charles Lonana parle de cette question ou ramène cette question sur la place publique, il ne s'attaque pas à tous les Tutsis, mais il parle bien sûr de ces quelques Tutsis qui sont instrumentalisés ou dont se sert le pouvoir de Kigali. Non, malheureusement, ce n'est pas le cas. Malheureusement, ce n'est pas le cas. D'abord, quand on vous écoutez les officiels, plusieurs fois les chefs de l'État affirmaient que les Banyamulenge sont des Congolais. En RDC, il y a des rwandophones. Et mais l'opposition l'a tiré à boulet rouge. Non, vous parlez de quelle opposition? Vous parlez de quelle opposition? C'est des déclarations qui n'ont pas été bien accueillies par l'opposition. Vous parlez de quelle population? La population vit ensemble à travers sa diversité. C'est-à-dire, nous avons les Nilotiques. Parmi nous, nous avons les Bantous, nous avons les Pygmées, nous avons les Soudanais. Les Soudanais, c'est les Bangwani, par exemple. Ce sont des Soudanais. Nous avons les Pygmées, les Tois, qui sont au Tanganyika. Et certains d'autres sont en Ituri, à l'Équateur, et on dirait même dans le Bandundu. Et les Bantous, c'est toutes les tribus majoritaires presque qu'il y a au Congo. Et ces populations vivent ensemble depuis toujours. Je connais les Bantous qui ont épousé des Pygmées. Je connais des Pygmées qui ont épousé des Nilotiques. Je connais des Nilotiques qui ont épousé des Soudanais. C'est ça la diversité de la population congolaise. Parce que le Congo, c'est l'ensemble des tribus qui ont composé les villages, les groupements, les territoires de ce qui est devenu aujourd'hui la République démocratique du Congo. Mais quand il y a des tribus ou encore des tribus qui présentent des visées expansionnistes, n'est-ce pas là une raison de s'en inquiéter, d'en douter? Monsieur Gédéon Atibou, les faits sont éloquents à propos. Les faits sont éloquents. Il parle de la balkanisation de la RDC à travers l'empire Imatouti. C'est un fait ou c'est une... c'est une illusion, c'est invraisemblable. C'est une comment dire, imagination. Vous prenez, on va dans le fait. L'Éthiopie, parce qu'on parle de l'Éthiopie jusqu'au Burundi, c'est-à-dire le Rwanda, l'Ouganda, l'Éthiopie, l'ensemble de tout ça. L'Éthiopie et l'Érythrée, c'est des Nilotiques qui s'entretuent. Ne reconnaissez-vous pas que la RDC est sous menace de balkanisation? Monsieur Gédéon Atibou, les visées expansionnistes sont claires. Il parle des visées expansionnistes. Et viennent du Rwanda, tout précisément. Il parle des visées expansionnistes à travers... Ils invoquent la théorie de l'empire Imatouti. Moi, je vais dans le fait. Il parle de l'Éthiopie, l'Ouganda, le Burundi, le Rwanda. Vous savez qu'il n'y a pas longtemps que le Rwanda et le Burundi, c'était à couteau tiré. Le Rwanda et l'Ouganda, c'était à couteau tiré. L'Éthiopie, aujourd'hui avec les rebelles des Tigrés, c'est à couteau tiré. Maintenant, quel est cet empire qui sera mis en place par une race qui ne s'entend pas? C'est-à-dire que ce sont des imaginations tout simplement. La balkanisation de la RDC n'est pas possible. On peut arriver toujours à enterrer l'âge des guerres. La balkanisation de la RDC n'est pas possible. Lorsqu'on a les mêmes objectifs, non, M. Gédéon Atibou, l'histoire les démontre lors de la période de sécession. Est-ce que le Kasaï a été scindé avec Albert Molope Kalonji? Nous parlons du Katanga avec M. Moïse Tchombe Kapend. Mais est-ce que le Kivu a été scindé? Il n'a pas été scindé alors que nous venions fraîchement de l'indépendance. S'il y avait des visées expansionnistes et sécessionnistes, ce serait opéré pendant cette période-là. Je peux vous rassurer, M. Gédéon Atibou, que la population congolaise, à ce stade actuel, n'a pas besoin de messages de haine, de paix et de division. Nous sommes un État, nous sommes un seul peuple, nous sommes une seule nation. Et il n'est pas important de viser une catégorie de la population à cause de son faciès ou tout simplement à cause de sa morphologie. Ceci ne va pas contribuer au développement de ces pays. Ceci va retarder le processus de paix, de cohésion, de fraternité et de cohésion sociale. Vous pensez que les Banyamulenge dont il est question, les Nilotiques en général, ne représentent aucune menace par rapport à notre pays? Mais quand vous parlez de menace, M. Gédéon Atibou, je me permettrai de vous demander à quoi vous vous attendez. Mais si je devais faire une prolepse, je dirais qu'il serait en complicité avec des armées étrangères. Moi, je vous dirais non. Que même s'il en était le cas, ils ne seraient pas tous. Parce que même dans d'autres races, même chez le Bantou, par exemple, ou même chez les Soudanais, ou les Pygmées,
Mais il y a plusieurs rébellions en RDC. Il est de notoriété publique que plusieurs rébellions existent dans le pays, on le connaît tous. Est-ce que dans ces rébellions-là, qui seraient entre guillemets appuyées aussi par les forces étrangères, est-ce qu'on accuse les Bantous? Est-ce que les autres races développent un sentiment de haine à l'égard des Bantous, par exemple, ou à l'égard des Soudanais, ou à l'égard des Pygmées? Non. Ce n'est pas parce que la RDC, entre guillemets, serait menacée par le Rwanda. Pourquoi c'est seulement les Nilotiques? Mais c'est ça justement, parce que la campagne de diabolisation est influente et elle est forte. Et nous vous avons dit qu'il y a des extrémistes. C'est parce qu'on le trouve suspect. On le trouve suspect, mais par quel mécanisme on peut établir cette suspicion? Qu'est-ce qu'ils ont fait? On prend même les armées étrangères, ou par exemple le M23, c'est un mouvement rebelle que nous condamnons tous. Mais est-ce que dans ces mouvements rebelles, il n'y a que des Nilotiques? Non. Mais il y a aussi d'autres races. Mais pourquoi s'en prendre à un jeune, par exemple Tutsi, à un jeune Emma, à un jeune Moyen-Mouleng qui est étudiant à l'Unikin? Parce que tout simplement son faciès, il a un long nez, on le confond par exemple à un Rwandais. Pas même dire qu'à un rebelle du M23 parce qu'il se réclamerait aussi être un mouvement politico-militaire congolais. Directement on l'attaque au Rwandais. Alors que les Rwandais ne sont pas des Congolais. Mais les Banyamulenge sont des Congolais. Les Emma sont des Congolais. Les Tutsis en général sont des Congolais. Ce sont des tribus congolaises. Ce sont des communautés qui vivent en RDC. Et cela depuis plus de siècles. Comment on va démarrer dans les débats sur la nationalité, sur la suspicion? Est-ce que ceci va développer le pays? Depuis combien d'années? Le complot contre la République démocratique du Congo est vastement mené et même monté depuis la nuit des temps. Et cela se laisse justement voir à travers la guerre d'agression dont la République démocratique du Congo est victime. Et cette guerre d'agression, d'aucuns pensent que c'est une guerre à la fois économique et même une guerre de terre. Et vous vous en souviendrez avec moi que le RCD, lorsqu'il a pris d'importantes positions dans la partie orientale, avec à sa tête le président qui serait un Congolais, Wamba Diawamba, lors des négociations, c'est Azarias Ruibaba qui apparaît et qui intègre les institutions de la République démocratique du Congo. Pourquoi préférer Azarias Ruibaba à Wamba Diawamba? Mais je dois Tibou, je vous rappelle, je ne suis pas porte-parole du RCD, mais les informations auxquelles nous avons eu accès comme activistes, il se spécule dans la société des questions pareilles, mais qu'il est important que nous puissions, en tant qu'acteurs de la société civile, apporter un éclaircissement. Vous savez, lors de l'accord de Sun City, il a été décidé que toutes les forces, tous les groupes armés soient migrés en mouvement politique, en parti politique. Et il semblerait que M. Wamba Diawamba, qui est du Bas-Congo, était président du RCD, et qui était par après remplacé, je crois, par M. Lunda Bouloulou, après... C'était un mouvement politico-militaire comme le MLC, par exemple. Et qu'il semblerait que lors de l'Assemblée générale, parce que déjà je sais qu'il y a beaucoup de politiques actuels qui faisaient partie du RCD. Il y a José Ndundu, il était vice-président du RCD. Il y a je crois, Moïse Nyarugabo, qui était aussi vice-président du RCD. Il y en avait plusieurs. Il y a beaucoup de hauts cadres. Il y a Alexis Tambobamba, qui était du RCD. Il y a Délice Sanga, qui était du RCD. Ce sont des hommes politiques influents que nous avons aujourd'hui dans le pays. Mais pourquoi ce serait Azarias Ruibaba? Je ne suis pas pour son porte-parole, mais je sais que puisque le RCD, comme toutes les autres structures militaires qui opéraient en rébellion pendant ces temps-là et qui ont signé l'accord de Sun City, ont migré en parti politique, en toute démocratie, devaient organiser des élections à travers leurs assemblées générales, à travers leurs statuts. Et je crois en ces temps, c'était M. Théophile Mbemba, qui était ministre de l'Intérieur, qui a reçu les statuts sur vraiment de plusieurs partis politiques et qui devait organiser l'Assemblée générale à laquelle serait devenu président du RCD. Mais ceci ne fait pas, malgré cela, ce n'est pas parce que c'est un Tutsi ou que c'est un Moyen-Moulin qui ne pouvait pas avoir le droit de devenir président du RCD ou vice-président de la RDC pendant ce temps-là. Ce n'est pas une faveur. C'est un droit, mais s'il en a les compétences plus que Sanga, ou s'il en avait les compétences plus que Lunda Bouloulou, ou s'il en avait les compétences plus que José Ndun, ce n'est pas parce que c'est un Nilotique qui ne pouvait pas devenir vice-président du RCD, et vice-président de la RDC, et président du RCD. C'est un citoyen congolais, et que le pays, à ce stade, n'a pas besoin de division.
Le pays à ce stade a besoin de l'unité, de la fraternité. On ne peut pas se rejeter. Nous sommes appelés à vivre ensemble. Qu'adviendrait aujourd'hui si on continue à rejeter les communautés minoritaires, par exemple en encourageant des scientifiques comme les Onana Charles à travers leur démarche qui vise à diviser la population? Ceci ferait quoi? Les conséquences des liens matrimoniaux qui ont eu par exemple entre les Ninotiques et les Bantous, ça donnerait quel type d'enfant? Tantôt là, vous avez parlé ou encore effleuré la question de nationalité de Congolais, qui est Congolais, qui ne l'est pas. Eh bien, c'est l'éternel débat. Néanmoins, savons tous que la constitution congolaise a été obtenue dans des moments un peu compliqués. Et on a fixé les principes, c'était lors de l'accord de Sun City, c'est-à-dire désormais qui est tout est congolais d'origine, tout celui qui a été sur le territoire national avant 1960. Et les tests ou encore la constitution dont nous avons hérité a été beaucoup plus travaillée par le belligérant dont nous connaissons les tendances. N'est-ce pas là un problème déjà des nationalités qu'il peut-être qu'il faudrait essayer de régler avec le temps? Monsieur Gideon Antibou, la RDC, je vous parle en tant que juriste, fait partie des États qui disposent de meilleurs textes législatifs du monde. Au monde alors, le Congo démocratique. Et quand vous lisez l'article 10 de la Constitution énonce de grands principes. Et ces grands principes sont développés par des lois organiques, par des lois ordinaires. On prend la loi du 24 novembre 2004 relative à la nationalité, qui énumère qu'il y a deux types de nationalités. Et il y a la nationalité d'origine et la nationalité acquisitive. La nationalité d'origine, c'est ce que nous appelons... Il y a ceux qui ont appartenu aux groupes ethniques et aux tribus, n'est-ce pas, qui ont composé les territoires de ce qui est devenu aujourd'hui la République démocratique du Congo. Je ne peux pas revenir sur le débat de savoir ceux qui ont rédigé la Constitution, mais faisons une analyse. Dans quel contexte, si vous n'allez pas faire une analyse textuelle, faisons une analyse textuelle. Dans quel contexte on a obtenu cette Constitution? Constitution? Je vous donne une analyse textuelle, parce que une loi doit s'adapter aux réalités de la société. Et je crois que c'est l'article 7 de la loi du 24 novembre 2004 qui dispose que et peut être congolais d'origine une personne qui appartient aux groupes ethniques et qui compose les territoires de ce qui est devenu aujourd'hui la RDC. L'esprit de cette disposition légale nous ramènerait à la création de l'État indépendant du Congo. C'est-à-dire, c'était des villages, c'était des tribus, c'était des ethnies qui ont fusionné pour donner ce que nous avons aujourd'hui, la République démocratique du Congo. Or, toutes les tribus qui ont appartenu à des villages qui ont formé ce qui s'appelle aujourd'hui la République démocratique du Congo, ceci leur accorderait en fait et en droit la possibilité d'être congolais. Par exemple, vous êtes Mwenyemamba, et que le Mwenyemamba, c'est une tribu qui se trouve dans le village de Mahamba. Mahamba, c'est dans le Tanganyika. C'est à 90 km de Kongolo. Kongolo, c'est une ville qui est dans la province du Tanganyika. C'était un territoire, maintenant devenu une ville de la province du Tanganyika. Mais puisque c'est une tribu qui appartient, n'est-ce pas, à un territoire qui compose, qui fait partie des territoires qui composent la République démocratique du Congo, ceci fait de ces Banyamamba des Congolais. Alors, vous êtes Emma, et que les Emma sont dans l'Ituri, où vous êtes Mwenyamulenge. Et les Banyamulenge sont situés dans le site Kivu. Et l'histoire sociologique les démontre. Depuis 1746, à la période du roi Gaindiro, c'est 2 ou 3 siècles avant. Et ils sont sur un territoire congolais. Et ils ont leur village dans cette province. Ça fait d'eux automatiquement congolais dans le fait et dans le droit. Alors, maintenant, quand on évoque la théorie, la constitution a été rédigée par des belligérants qui ont favorisé des tribus qui ne seraient pas congolaises et qui ceci favoriserait l'infiltration. La RDC n'est pas infiltrée que par des étrangers. Il y a aussi des Congolais eux-mêmes. Et qui ont contribué largement à détruire notre pays. Moi, je vous parle aujourd'hui, le chômage.
Je vous parle aujourd'hui de l'absence des politiques publiques, de la gestion du pays. Je vous parle aujourd'hui de la dépréciation de la monnaie. Je vous parle aujourd'hui de la trahison. Il y a beaucoup de Congolais donc pour Charles Onana, il est défendable d'attaquer d'abord cette main noire qui vient de l'extérieur, avant de s'en prendre, peut-être d'essayer d'étouffer, de mettre à mal le complice nationaux ou ceux qui complotent contre les intérêts de la démocratie du Congo à l'interne. Alors, c'est pas ça la grande question, mais la grande question, parce que vous essayez de défendre à corps et à cri les Banyamulenge et les autres tribus, selon vous, qui essaie d'alimenter ces débats sur la nationalité? Monsieur Gideon Tibou, d'abord, s'il faudrait préciser une chose, Justice for Human, notre organisation, elle défend les droits humains. Et puisqu'elle défend les droits humains, il y a des cas spécifiques pour lesquels nous intervenons. Par exemple, les cas des populations minoritaires et qui ne devaient pas faire objet d'extermination. Ceci conduira à un génocide. Et comme on l'a vécu au Rwanda. Comme on l'a vécu en Rwanda, plus d'1 million de morts. C'est ce que nous refusons, qu'il y ait des morts. Alors, puisque nous parlons de Banyamulenge, et vous avez dit qu'ils sont considérés comme complices par M. Onana. Non. Vous savez, vous pouvez circuler sur la route principale ici, et que quand on voit votre figure, vous avez un nez pointu. On vous appelle Rwandais. Alors qu'au Rwanda, et je crois que c'est presque 80% de la population est Hutu, c'est des Bantous. Et 17% seulement seraient des Nilotiques et 3% des Pygmées. Mais il y a tellement une aliénation que quand on voit quelqu'un qui a un nez pointu, ou que, parce que je l'ai remarqué, il parlerait Swahili aussi, serait considéré comme un Rwandais. Automatiquement. Alors que ce n'est pas le cas. Il y a des Nilotiques, il faut faire comprendre à la population qu'il y a des Nilotiques au Congo, il y a des Nilotiques au Rwanda. Et il faut les différencier. Ce sont des citoyens qui doivent vivre librement. Si la RDC est attaquée par le Rwanda... Alors répondons à la question rapidement parce que nous avons placé les minutes. Qui alors alimente ces débats? Des extrémistes. Les ennemis de la paix, de l'unité nationale, de la fraternité, de la cohésion sociale. Et nous allons continuer chaque jour à parler de la paix à la population. Nous n'allons pas arrêter. Et nous sommes prêts à tout pour militer pour cette unité. Et le président de la République l'a dit, le Congo a besoin de vivre dans l'harmonie et toutes les populations doivent se sentir intégrées et acceptées. Charles, on en parle aussi de 10 millions de morts dans la partie Est, avec tout le groupe armé qui pilie cette partie du pays. Des chiffres qui paraissent invraisemblables selon vous? J'ai toujours compati avec la population de l'Est pour laquelle nous parlons chaque jour, étant donné aussi originaire de l'Est. 10 millions de morts, je ne crois pas que ce soit réellement... ce sont des estimations. Ce sont des estimations parce qu'il y a ceux qui estiment qu'il y a 1,8 million de morts. Quelqu'un s'est réveillé aujourd'hui, il dit qu'il y a 5 millions de morts. L'autre s'est réveillé, dit qu'il y a 7 millions. L'autre dit 10 millions. Quelqu'un d'autre peut s'est réveillé, dire 20 millions. Mais ce Gédéon Thibault, 10 millions de morts. Ça veut dire c'est-à-dire c'est un véritable problème de documentation. De documentation. Nous, c'est que tout ce que nous voudrions, c'est qu'on entreprenne des recherches. Heureusement que le gouvernement a saisi la Cour pénale internationale pour que les auteurs des crimes et de ces crimes soient arrêtés, mais qu'on ne travaille pas à la frustration de la population, lui faire peur. 10 millions de morts, c'est grand. Mais il y a eu beaucoup de morts parce que la guerre entraîne toujours les morts. Et qui ont mené cette guerre-là? La plupart, c'est des politiciens et qui sont là et qui doivent vivre de ces conflits, qui doivent vivre des divisions des populations. Parce qu'il faut que les peuples soient divisés. Il y a quelqu'un qui peut se réveiller et dire aujourd'hui que les gens avec qui vous vivez là ne sont pas des Congolais. Bon, les populations qui sont de sa tribu ou qui appartiennent à sa communauté vont estimer que celui-ci est notre porte-parole, nous les votons. Donc, il se nourrit, sa santé électorale et politique se résume dans la haine. Il faut favoriser la haine, alors que ce n'est pas le cas. Charles Onana a manqué une occasion de se taire et qu'est-ce qu'il aurait bien voulu faire ou quel conseil par exemple vous essayez de lui il devrait contacter il devrait contacter, s'associer et voir, palper la réalité sur terrain, pas se limiter à passer dans le musée ou avoir des informations, surtout des extrémistes. Il faudrait qu'il puisse descendre sur terrain, qu'il ait des informations de toutes parts. Est-ce qu'il a contacté les autres communautés?
Est-ce qu'il a contacté les Banyamulenge par exemple? Est-ce qu'il a contacté le Bahema par exemple? Je parle de ces tribus parce que ce sont ces tribus sur qui il porte souvent ces accusations sans l'exprimer librement. Mais en scientifique, quand on l'écoute, il les cite tacitement. Par exemple, quand il confirme que il y a des gens qui sont venus de Burundi, du Rwanda, et qui ont été mixés, brassés dans le FARDC, et après ils deviendraient des Banyamulenge. Mais ça, c'est une imputation. C'est une imputation et que nous condamnons. Nous favorisons en tout cas un climat de paix et nous encourageons les journalistes. Le journaliste est d'aider les activistes à accéder à la vérité. Ce sont des chercheurs. Si M. Onana a émis son avis dans son ouvrage et qu'il a été vulgarisé par les gens qui ont intérêt à ce que cette communication qu'il passe à travers son ouvrage soit connue de la population. Mais en tant que chercheur, en tant que journaliste, cherchez à accéder à des bonnes informations, contactez les bonnes personnes. Parce que nous allons militer tous les jours pour les droits humains, tous les jours pour la paix et tous les jours pour la cohésion sociale. Parce que sans cela, malgré la bonne foi des autorités, malgré la bonne foi du président de la République, qui est vraiment quelqu'un de sympathique, c'est un Congolais, il est courageux, il a de bonnes initiatives, il a des bons projets. Et ceci ne peut pas se réaliser parce que tant qu'il y aura des conflits sociaux inutilement. Hier c'était l'Est de la RDC, aujourd'hui maintenant on parle de Kwamuto, on parle des Maluku, je ne sais pas. L'Ituri c'est toujours de mort. C'est parce qu'il y a des gens qui favorisent des haines sociales et cela retarde le développement de notre pays. Si le lion ne crie pas sa propre histoire, le récit de chasse tourneront à la gloire du chasseur. Vous conseillez que le Congolais doivent écrire leur propre histoire au lieu de la subir à travers de chercheurs qui peut-être dans leur orientation objectif essaient de passer à côté de leur mission. C'est ce que peut-être tout le Congolais devrait faire. Voilà, un dernier mot et on s'est terminé, on se quitte par là. Merci pour d'abord de nous avoir accordé cet espace. Nous remercions iWeb Télévision qui est une chaîne très respectée dans le pays. Nous passons un message seulement à la population et aux autorités. La population, depuis des années, nous vivons ensemble. Et il y a des ouvrages qui ont été écrits pendant la période où il n'y avait pas de conflits et qui démontrent que des communautés vivaient ensemble. Les Banyamulenge vivent avec les Bashi vivent avec les Bafuliro vivent avec les Bavira, les Bateke vivent avec les Bayaka vivent avec les Baobo. Alors toute cette tribu, disposer de toute cette tribu, ça s'avère être un handicap ou une richesse? Bon, c'est une richesse parce que c'est la force. C'est sur les nations. Apparemment, dans les contextes congolais, ça paraît être un handicap. Non, c'est une richesse. Et c'est parce que l'avantage, M. Gédéon, c'est l'échange culturel. Si par exemple les Banyamulenge s'est spécialisé sur les activités pastorales, mais les Bamouchi par exemple sont spécialisés dans les activités champêtres. C'est-à-dire, vous préparez les foufous, nous amenons la viande et la nourriture est prête, on mange. Okay. C'est ça l'avantage. C'est ça l'avantage et la force. Le brassage et le mixage des cultures et des tribus. Nous avons toujours vécu ensemble comme population, M. Gédéon Thibault. Depuis des années, seulement qu'il y a des gens qui vivent de la division, de la haine. C'est pourquoi nous faisons appel aux autorités publiques de veiller toujours à sensibiliser la population, d'encourager des organisations humanitaires qui travaillent pour la paix, pour la fraternité et la cohésion sociale, parce que sans cela, il n'y aura jamais de développement. Il faut que les gens s'acceptent, s'intègrent, se fassent confiance pour accéder, pour boutonner le développement de notre pays. Tout n'a pas été dit, mais l'essentiel a été dit par notre invité, Maître Percy Tamboué, activiste des droits de l'homme et coordonnateur de Justice for Human, on l'appelle comme ça, vous allez le permettre. Alors, c'était un réel plaisir de vous avoir dans notre studio. Merci, M. Gédéon Thibault. Je pense qu'on va encore revenir sur votre engagement, sur votre combat pour une société qui s'arc-boute qui retombe sur ses jambes et qui sait avancer en faisant confiance aux uns et aux autres, comme vous l'avez dit dans votre dernier mot. Eh bien, je vous retrouve beaucoup plus prochainement avec la même dose de plaisir. Quant à nous, l'actualité reste en continu sur notre portail numérique www.iwebrdc.com. Le Congo restera debout, le Congo gagnera à travers ses fils et filles.